Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. 980 millions d'euros, c'est le coût hallucinant des subventions aux associations d'aide aux migrants portant sur la mission immigration, asile et intégration pour 2022. Et pour 2022, il s'élevait, le total de cette mission s'élevait à 1,292 milliards d'euros. Pour en parler avec nous, nous sommes avec Nathalie Goulet. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice de l'Orne et membre du groupe Union Centriste au Sénat. Alors Nathalie Goulet, vous êtes une sénatrice pour le moins active puisque vous participez à de nombreuses commissions d'enquête sénatoriale, que ce soit sur le terrorisme en 2015, sur les attentats de Paris et de Saint-Denis. En 2019, vous avez été rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur la fraude sociale qui a permis alors d'installer durablement cette question dans le débat public. Et en 2020 également, un rapport sur le droit à l'oubli et liberté sur Internet et sur les questions d'affaires étrangères, la situation en Azerbaïdjan, en Arménie, sur la crise des sous-marins avec l'Australie ou sur la guerre en Ukraine. Et nous allons évoquer avec vous ce matin ces chiffres des crédits accordés à la mission immigration, asile et intégration dans le cadre de la loi de finances 2023. Et nous reviendrons aussi sur les chiffres des années précédentes. D'ailleurs, votre collègue Sébastien Meurant, rapporteur spécial et sénateur du Val d'Oise, expliquait que cette mission immigration connaît des crédits qui continuent d'augmenter dans un contexte d'absence de maîtrise des flux migratoires. Je cite, « Que représentent les sommes allouées à cette mission immigration, asile et intégration ?» On a beaucoup commenté donc dans les médias ce chiffre de 980 millions d'euros. Alors à quoi correspond-il ? Est-ce que vous pouvez expliquer le rôle aussi de ces associations qui sont subventionnées et pourquoi l'État leur a délégué cette mission, Nathalie Goulet ? De toute façon, vous avez notamment, et c'est très important, vous avez le droit d'asile. Vous avez au premier chef ces temps-ci, il ne vous a pas échappé qu'il y avait une guerre en Ukraine et qu'il y avait des milliers d'Ukrainiens qui étaient en France et qu'il fallait les prendre en charge. C'est l'honneur de la France de gérer et d'accueillir. Alors, évidemment, il y a aussi des problèmes sur l'asile, mais grosso modo, vous avez ces associations qui s'occupent à la fois du droit d'asile, qui est évidemment très important et sur lequel on ne peut pas revenir, parce que c'est, comme je vous le disais, l'honneur de la France d'accueillir des populations martyrisées. Je pense notamment aux Ukrainiens récemment. Et puis, il y a aussi les questions d'intégration de populations immigrées. Il faut aussi assurer le logement des gens qui arrivent, et puis un certain nombre de missions liées à leur intégration. Alors, quelles sont les missions qui sont déléguées à ces associations ? Enfin, comment ça se passe ? Vous le disiez, il y a ces 3 facettes. Et alors, quelles sont leurs missions concrètement ? C'est certaines prennent en charge au niveau des frontières, prennent en charge des demandeurs d'asile. Et là, quel est le processus ? Il faut énormément de bénévoles pour prendre ces gens en charge. Mais la question n'est pas tellement, si vous voulez, leur action, parce qu'il faut voir que sur les territoires, ça correspond à un certain nombre d'actions. Vous avez, avec les départements, le problème des mineurs isolés. Vous avez énormément de demandeurs d'asile. J'ai pas les chiffres, c'est pas la mission dont je m'occupe, mais j'ai pas les chiffres exacts en tête. D'ailleurs, on les a pas, sinon ce serait plus simple. Donc, si vous voulez, de toute façon, l'État peut pas gérer ça, et donc le délègue à des associations. C'est ce qui se passe avec les associations qui touchent des subventions. La question qui se pose, c'est l'efficacité de ces subventions, et puis aussi leur rôle. Alors, on l'a un peu vu c'est devenu d'actualité à cause de l'affaire dramatique d'Arras, où des associations ont empêché l'expulsion d'une famille qui, voilà, donc avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Alors à l'époque peut-être pas, mais oui. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. La question est de savoir comment on contrôle, mais que ce soit ces associations ou d'autres, on a globalement un problème de contrôle du financement des associations dans ce pays. Globalement, on a un sujet. Alors celle-là comme d'autres. Mais les chiffres sont extrêmement importants.
Oui, alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur ce chiffre de 980 millions? Il concerne seulement les subventions à ces associations. Oui, mais ça, c'est les 30 plus importantes, je crois. Et oui, c'est seulement les subventions, des subventions d'État, parce qu'après, il y a aussi les subventions des départements. Il peut aussi y avoir des collectes de fonds au profit de telle et telle action. Enfin, ces gens, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut s'occuper du parcours scolaire des enfants. Voilà. Du coup, ça représente ça représente combien de personnes prises en charge, combien de logements? Est-ce que là-dessus, vous avez plus de détails? Non, moi, j'en ai pas. Très bien. Également, vous parliez donc des associations qui avaient permis de ne pas expulser, qui avaient œuvré pour ne pas expulser la famille Mougouchkov, donc la famille du terroriste de cette attaque d'Arras. Comment contrôler, comment mieux contrôler ces associations et ou du moins mieux prévenir quand il y a des familles sujettes à la criminalité ou à la radicalisation? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'État peut contrôler qui ces associations vont aider? Oui, globalement, il appartient à l'État quand c'est possible. Et là, avec vous citez Sébastien Meurant quand il était sénateur, mais on ne peut pas parler ce matin à 7h15 de toute la politique migratoire. On a un texte qui arrive dans quelques jours pour mieux contrôler ce sujet qui est vraiment extrêmement important et tout à fait d'actualité comme il l'est depuis longtemps. On a du mal évidemment à régler cette question parce qu'une partie de la maîtrise de la réglementation est entre les mains de l'Union européenne. Il ne vous a pas échappé que c'est une politique qui est une politique européenne et on attend un pacte asile et migration qui doit venir de l'Union européenne. Donc on a un texte qui arrive au Sénat la semaine prochaine qui avait été retiré de l'ordre du jour. Bon, la question, c'est les associations dans le cas d'Arras sont intervenues et finalement la préfecture a renoncé au dispositif d'expulsion. Donc la procédure fonctionne, c'est l'appréciation à un moment donné, mais c'est toujours tellement plus facile de juger a posteriori les choses. Voilà. Donc je pense qu'on a un texte qui arrive et qui devrait permettre un meilleur contrôle. Et puis on attend un texte européen aussi de meilleur contrôle de l'immigration. Encore une fois, l'asile, c'est très important. Pensez à toutes ces familles ukrainiennes qui ont la vie sauve grâce à l'asile de la France. Et pas seulement. On a aussi des Afghans, on a des femmes iraniennes, on a des gens du monde entier qui ont trouvé refuge en France. Et encore une fois, c'est important qu'on puisse bien accueillir les personnes qui demandent l'asile politique en France. Alors, il y a cette question de population réfugiée à proprement parler. Donc, vous disiez afghane, ukrainienne ou iranienne. Mais est-ce que ce système d'aide assez importante, il y a les allocations aux demandeurs d'asile, il y a les minimums vieillesse dont les étrangers sont éligibles dans certaines conditions. Est-ce que ces aides créent ce qu'on appelle un appel d'air migratoire ? Et donc nourrissent ce système, finalement le fragilise parce qu'il est submergé. Mais je pense que si vous voulez, l'économie générale mondiale et disons du pourtour méditerranéen ou d'ailleurs, l'instabilité politique, les questions économiques. Je pense que l'appel d'air, il est beaucoup plus important, par exemple, en Grande-Bretagne, où le système est encore beaucoup plus généreux que le nôtre. Je pense qu'il y a un problème global au niveau européen, lié aussi à des conditions de vie en Afrique, par exemple, ou dans un certain nombre de pays de l'Est, de gens qui cherchent à vivre mieux ailleurs. Voilà. Et donc, l'Europe est ciblée comme étant une terre plus favorable qu'un certain nombre d'autres pays. Et c'est la raison pour laquelle il faut que ce pacte asile et migration soit voté dans des conditions coordonnées entre les pays européens.
Et alors, que prévoit justement là, ce pacte asile et immigration au niveau européen qui, donc, vous le disiez, qui arrive, un texte qui devrait arriver au niveau européen. Il arrive en réaction à la crise migratoire de Lampedusa et qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit un certain nombre de mesures de coordination, de contrôle, de maîtrise, encore une fois, entre les différents pays de l'Union européenne, de façon à ce que les pays de premier accueil, comme l'Italie par exemple, ne soient pas les premières cibles de flots migratoires qu'on peut absolument pas absorber. Vous avez un certain nombre de sujets sur la table qui sont des sujets extrêmement importants, mais qui sont aussi des sujets humains qu'il faut maîtriser. Et puis vous avez les problèmes strictement politiques. La politique de l'asile et de l'immigration, c'est des sujets éminemment politiques. Et moi, je pense qu'il faut bien comprendre et bien séparer la question de l'asile de la question de l'immigration. Qui est quand même tout à fait différente et pour lesquelles soyez un peu patients. La semaine prochaine, on a un texte qui arrive et qui devrait amener un certain nombre de dispositifs de contrôle plus importants, plus le texte européen qui arrive aussi. Alors, en fait, dans cette mission immigration, asile, intégration, il y a à la fois cet asile que vous voulez sanctuariser, mais il y a à la fois donc la question de l'immigration. Est-ce que dans l'état actuel de cette crise migratoire et même de la situation migratoire française, est-ce que baisser les crédits, changer de discours vis-à-vis de l'immigration peut permettre de réduire les flux, de réduire l'appel d'air ? Encore une fois, je pense que l'appel d'air, personne ne peut le réduire parce que quand les gens prennent le risque de traverser la Méditerranée au risque de mourir sur des embarcations de fortune, ou plutôt d'infortune, pour vivre mieux et donner un meilleur avenir à leurs enfants, vous pouvez pas faire grand-chose. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est l'aide au développement, c'est améliorer un certain nombre de dispositifs, c'est expliquer qu'on a une politique plus ferme, et lié aussi à des conditions plus strictes au niveau de l'intégration et au niveau de l'immigration. Donc c'est un discours qui doit se faire aussi avec les pays de départ. C'est ce qu'a fait notre ministre Gérald Darmanin, qui a beaucoup œuvré sur ce sujet. Mais c'est un sujet éminemment important et sur lequel on a évidemment un certain nombre de difficultés. Ceci étant, vous avez le sujet qui concerne le contrôle des aides aux associations, pas seulement celle-là, mais aussi beaucoup d'autres, est un sujet éminemment important. Et je pense que dans la loi de finances qui arrive, on va pouvoir tenter de faire voter un certain nombre de dispositifs que jusqu'à maintenant le gouvernement nous a refusés. Enfin, m'a refusé en tous les cas, je vais les reproposer cette année, parce que le contrôle des financements des associations, c'est très 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 important. Alors, le contrôle se fera, vous le souhaitez, à quel niveau ? Est-ce que vous pouvez nous redire justement ce que vous comptez présenter au gouvernement en termes de contrôle de ces associations ? Vous avez par exemple des déductions fiscales quand vous donnez à des associations. Et moi, je pense qu'il faut que le gouvernement modifie la réglementation, puisque les déductions fiscales se font indépendamment de l'association. Si vous voulez donner de l'argent à une association qui vous propose une déduction fiscale, en réalité, elle vous la propose spontanément. Et parfois, en fait, elles n'ont pas le droit de déduire cet argent. Je pense par exemple à des collectes de fonds pour un certain nombre d'associations cultuelles. Certaines ont droit, parce que c'est la Fondation du patrimoine, par exemple, si vous donnez à une église, vous avez une déduction fiscale. Bon, ça rentre dans le cadre de la Fondation du patrimoine, mais vous avez un certain nombre d'autres associations qui proposent des déductions fiscales et qui, en fait, sur le papier la proposent, mais qui, dans les faits, n'auraient pas le droit de le faire. Donc on a tout un système fiscal à revoir de ce point de vue-là. D'ailleurs, la Cour des comptes est intervenue à plusieurs reprises pour dire qu'il fallait absolument contrôler le financement des associations, quelles qu'elles soient. Alors la réduction fiscale des dons va
va réduire le montant des dons, mais en termes de crédits accordés par l'État à ces associations, vous entendez les réduire. C'est pourquoi pour les... Il faut les contrôler. Il faut les contrôler. Ces associations peuvent aussi couvrir ici ou là... c'est des organisations, c'est pratiquement des sociétés. Enfin, je veux dire, il y a des dirigeants, il y a des bureaux, il y a du personnel et c'est normal. Je pense qu'il faudrait un contrôle de ces associations pour voir le bilan de leur activité, des fonds qu'elles dépensent, etc. Mais celle-là, comme d'autres, il y en a beaucoup d'autres qu'on devrait pouvoir contrôler. Alors vous parliez des associations confessionnelles, mais elles sont en tête, hein. Enfin en tout cas elles sont bien placées dans ce classement que vous aviez diffusé sur les réseaux sociaux, sur le réseau social X. Voilà, on retrouve donc la CIMAD qui est liée à la Fédération protestante. On retrouve l'association Foyer Notre-Dame. Centre d'action sociale protestant, elles ont un vrai poids dans ces subventions. Oui, bien sûr, parce que enfin un vrai poids dans cette action, j'entends. Oui, mais c'est parce que éthiquement, je dirais, elles sont ouvertes au partage et elles sont concernées par ce sujet qui est encore une fois un sujet éminemment humain. C'est un sujet éminemment irritant. C'est un sujet qui est maltraité depuis des années et pour lequel on a du mal à avoir une législation efficace. Encore une fois, soyez un peu patients, dans quelques jours, on aura un texte qui, j'espère, va pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Mais en tous les cas, c'est dans le cadre du budget qu'il faudra régler ce problème du contrôle des associations. Je pense que ça mériterait peut-être une petite commission d'enquête. Oui, une nouvelle Nathalie Goulet. Qu'est-ce que ça représente en fait pour vous, c'est le total de ces sommes. Donc on est quasiment à 2 milliards d'euros. Il me semble, vous me corrigez si je me trompe, en termes du budget ou des crédits de paiement accordés à cette mission immigration, asile, intégration. Vous avez notamment pointé souvent les coûts que pouvait avoir la fraude sociale. Pour vous, c'est une somme qui pèse trop dans le budget de l'État, trop sur le portefeuille des Français? Je ne sais pas si vous pouvez lier les deux, parce que c'est pas. Je prenais cet exemple en termes de sommes, en termes de sommes qui pèsent, mais je lis pas forcément les deux, même si le lien existe. Oui, il existe, mais il n'existe pas plus. Une grosse partie de la fraude sociale vient du secteur médical. C'est 40% du nombre de fraudeurs et 60% du montant de la fraude. Il y a une fraude sociale qui est évidemment extrêmement importante, mais qui vient malheureusement d'un peu partout. Vous avez aussi une fraude fiscale astronomique. Je pense que tous ces sujets sont des sujets importants quand notre budget va mal et même quand il va bien, parce que c'est un problème. Il faut que le contribuable sache où va son argent. Ça me semble assez normal. Oui. Merci beaucoup Nathalie Goulet d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes sénatrice de l'Orne et membre du groupe Union centriste au Sénat. Merci, à bientôt.